Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous recevoir pour cette 18e session du Jeudi d'Onco-Occitanie qui va être consacrée aujourd'hui à la question de l'éducation thérapeutique des patients atteints de cancer. Alors, pour quelques consignes pour le bon déroulement de cette session. Alors d'abord, vos caméras et micros sont complètement désactivés puisque nous enregistrons cette session de manière à la diffuser en replay. Excusez-moi. Donc si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à solliciter Solène au 05 31 15 65 07. Pensez pour votre confort à activer votre mode galerie. Vous aurez une meilleure visibilité. Donc, comme je vous le disais, le webinaire est enregistré. Donc, si des questions vous viennent au fur et à mesure des interventions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Conversation pour les poser. Nous les relayerons ensuite aux intervenants à la fin des présentations. Donc, voilà, je crois que j'ai fait l'essentiel des consignes. Oui, à l'issue de la session, vous aurez la possibilité de nous donner votre avis en répondant donc à un questionnaire de satisfaction que vous retrouverez dans l'onglet Conversation également. Donc, je vais vous rappeler maintenant le programme de la session. Donc, nous aurons le plaisir d'accueillir pour un premier sujet Alessandra Pellecchia. Donc, qui va nous parler de la posture éducative dans le parcours de soins des patients atteints de cancer. Ensuite, donc, vous aurez l'intervention d'Aurélie Robello, qui sur les programmes d'éducation thérapeutique du patient, les offres et les ressources qui existent en cancérologie. Donc, Alessandra est docteure en pédagogie de la santé à l'Université de Bari et consultante formatrice en éducation thérapeutique. Quant à Aurélie, elle est coordonnatrice de l'UTEP cancérologie de l'Oncopole. Donc, je vais laisser la place maintenant à Alessandra pour traiter le premier sujet. Merci. Merci Alessandra, c'est à toi. Je suis désolée. Hein. Donc, bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Merci. Très bien. Donc, je remercie Nathalie de cette présentation. Je vais juste ajouter deux informations qui me semblent utiles. C'est que je collabore depuis plusieurs années avec l'ICEM et que je suis aussi proche aidante par rapport à une problématique de cancer du sein dans ma famille. Donc, je me sens concernée directement de la question. Donc, je démarre avec une question qui peut paraître un peu provocatrice. Faut-il éduquer les patients? Parce qu'effectivement, en tant que formatrice, c'est une question à laquelle je me retrouve parfois confrontée avec des professionnels qui participent à la formation qui se demandent déjà, qui se posent cette question et qui partagent un certain malaise à proposer de l'éducation thérapeutique aux patients et se sentent mal à l'aise avec l'appellation d'éducation thérapeutique et ils me disent que les patients peuvent être un peu résistants à l'idée de se faire éduquer. Alors, je comprends tout à fait ce type de crainte et de mon côté, j'ai pu, disons, avancer sur cette question en cherchant du côté de l'étymologie du mot éduquer, parce que en latin, en fait, il existe deux mots, educare et educere, qui signifient deux choses bien différentes, comme on va le voir. Or, en français, il y a un seul mot, éduquer, pour dire les deux choses. Educare signifie nourrir, élever, domestiquer. Je dirais donc que le projet éducatif, c'est un projet de domestication.
Et donc, l'intention de l'éducateur serait plutôt celle de conduire vers la norme, aider à s'adapter, à se conformer. Quand on écrit et on dit educere avec la lettre E, il s'agit de faire sortir, conduire hors de, peut-être hors d'un cadre, hors d'un système de normes. Donc, le projet éducatif serait plutôt un projet d'émancipation et l'intention éducative serait d'aider à construire son autonomie dans le sens de libre arbitre, donc liberté de penser, liberté d'action, liberté de choix. Du coup, dans le mot éduquer, il y a les deux. De là, l'ambivalence de l'acte éducatif et la difficulté qui peut ressentir parfois l'éducateur. Il y a peut-être plutôt de la complémentarité. Par contre, il me paraît important pour un éducateur de se questionner sur ses vraies intentions et d'essayer de choisir des méthodes pédagogiques cohérentes avec ses intentions. Donc ça, c'était mon préambule pour vous amener à la notion d'éducation thérapeutique qui en France peut s'organiser essentiellement de trois façons. L'éducation thérapeutique intégrée dans le parcours de soins du patient, les activités éducatives hors programme, comme on les appelle, et les programmes d'éducation thérapeutique. Je focaliserai cette présentation sur le premier point, l'éducation thérapeutique intégrée dans le parcours de soins du patient. Allons voir qu'est-ce qu'on lit dans ce site officiel de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Avant tout, l'ETP est une posture éducative versus prescriptive, quotidienne, que choisit le soignant pour accompagner le patient et l'aider à devenir un acteur de la prise en charge de sa maladie. Ce qui m'a bien interpellée dans cette phrase, c'est la parenthèse, posture éducative versus prescriptive. Allons voir pourquoi ça m'a paru intéressant. J'essayais donc de mettre en parallèle ces deux différentes postures. Et dans la posture prescriptive, on pourrait dire que c'est l'expertise du soignant qui est mise en avant. Le soignant interroge le patient, recueille des informations, les analyse. Il doit comprendre la situation pour poser un diagnostic, prescrire un traitement. Donc, il informe le patient, il explique, conseille, indique la marche à suivre et sur le plan émotionnel, il le compatit, encourage, soutient, supervise. Si le soignant fait tout cela, on peut sûrement dire qu'il prend soin du patient. Il prend bien soin de son patient et ça, c'est déjà très important. Si on se place du côté de la posture éducative, les choses sont différentes. Déjà, c'est l'expertise du patient qui est mobilisée. Le soignant est là pour favoriser l'expression du patient. Il ouvre un espace de parole avec des questions du type « Racontez-moi, comment ça se passe pour vous avec cette maladie, avec ce traitement ?» Le soignant favorise la réflexion du patient avec des questions du type « Qu'en pensez-vous » et il soutient la prise de décision avec des questions du type « Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place ?» Là, le soignant aide le patient à prendre soin de lui-même. Donc, la posture prescriptive, c'est la posture par laquelle le soignant prend soin du patient. La posture éducative permet au patient de prendre soin de lui-même. Posture éducative, de quoi parle-t-on?
J'ai tenté une définition. Je dis bien tenter parce que c'est une notion vaste et complexe. Définir, ce n'est pas évident. D'autres auteurs l'ont défini avec des définitions qui sont fort intéressantes. De mon côté, j'ai voulu définir la posture éducative en essayant de voir qu'est-ce qui se passe du côté de la personne qui en bénéficie. Donc, je dirais qu'il s'agit de la façon particulière de se positionner face à l'autre avec l'intention de l'aider à. Aider à, ça veut dire bien que c'est l'autre qui va faire le travail, c'est l'autre qui est en action. Se révéler. Donc, grâce à cette posture, la personne qui en bénéficie pourrait se révéler, c'est-à-dire voir des choses de soi qu'on n'avait pas vues. S'affirmer, savoir ce qu'on veut pour soi et le faire valoir. Se déterminer, prendre des décisions librement. Se dépasser, faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire. S'émanciper, aller au-delà des contraintes. S'autonomiser, faire les choses tout seul, à sa façon. La posture éducative, elle est très particulière, très spécifique, proche d'autres postures, mais avec des spécificités quand même. On peut la confondre avec la posture d'accompagnement ou bien avec la posture du formateur. D'ailleurs, dans certains pays, on parle de formation des patients. Il y a quand même des différences. Dans la posture d'accompagnement, l'accompagnant se joint à l'autre pour aller où il va en même temps que lui. Donc, il y a une idée de s'ajuster au rythme et à la direction de l'autre. On avance à côté, sans pousser ni tirer. Donc, c'est ça le mouvement à retenir. On avance à côté, sans pousser ni tirer. Dans la posture du formateur, le formateur facilite le passage d'un bord à l'autre, j'ai lu dans un article. Donc, le mouvement est beaucoup plus yang, je dirais. Le formateur, il tire pour aider à passer le cap. Il tire le stagiaire pour aider à passer le cap. Dans la posture éducative, en fait, on a un mouvement qui ressemble à celui du tango. On recule pour permettre à l'autre d'avancer. On fait un pas en arrière si on veut que l'autre puisse faire un pas en avant. On dégage du territoire pour permettre à l'autre de conquérir ce territoire, de conquérir son autonomie. Donc, la posture éducative, c'est une posture de retrait, c'est une posture de modestie, chose qui n'est pas toujours dans l'air du temps, je dirais, de se mettre en retrait pour laisser la place à l'autre. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc, comment faire? Posture éducative, comment faire en tant que professionnel, en tant qu'éducateur, en tant que professionnel de santé? Pour moi, pour cultiver la posture éducative, il est nécessaire de prendre conscience de ses préjugés, opinions hâtives, le transfert qu'on peut faire face à certaines personnes, face à certains patients, la tendance qu'on peut avoir à monopoliser de la parole dans les échanges, à interrompre l'autre, à interpréter, à finir les phrases pour l'autre. Tout ça, ça se travaille. C'est un sacré travail sur soi qui prend du temps. Peut-être c'est le travail de toute une vie, toute une carrière professionnelle. Il s'agit aussi de développer des attitudes. Des attitudes que les soignants connaissent bien, l'authenticité, la bienveillance, le non-jugement, la confidentialité, l'empathie, la disponibilité, qui est une disponibilité de temps et aussi une disponibilité d'esprit. Les deux
peuvent aller ensemble ou pas. Si vous voudrez, on pourra l'approfondir au moment du débat. Mais il s'agit finalement d'assurer face à l'autre une vraie présence, une présence pleine. Et il s'agit encore de maîtriser des techniques d'aide à l'expression, comme la reformulation, le recentrage, les questions ouvertes, les silences, la communication non verbale. Pour moi, il s'agit d'écouter avec l'oreille et il s'agit aussi d'écouter avec le cœur. Parce qu'effectivement, la posture éducative, c'est une question de cœur, au moins de mon point de vue. Alors, effectivement, certaines personnes ont plus de facilité à faire tout cela, ont une certaine prédisposition, mais c'est aussi quelque chose qui se travaille en faisant un travail sur soi, qui se travaille en formation, qui se travaille en séance d'analyse de pratique ou d'échange de pratique. Au cœur de la posture éducative, il y a l'écoute. Alors, pour vraiment comprendre ce que je veux dire avec les quelques messages de la diapo, je vous invite à vous mettre du côté de l'écouter. Pas du côté du professionnel qui écoute, mais du côté de la personne qui aimerait bien être écoutée, qui aimerait bien trouver en face une oreille bienveillante, discrète et attentive. Souvent, on voudrait trouver en face cette oreille, mais on trouve plutôt quelqu'un qui nous donne des conseils ou qui nous dit comment on devrait faire dans la situation en question. Quand on est vraiment écouté, c'est très agréable en fait, c'est rare, c'est très agréable. On ressent un sentiment d'exister dans le regard de l'autre. On se sent vivant et on se sent valorisé. C'est pour cela qu'on a peut-être plus de confiance en soi. Ça permet d'exprimer ses émotions, donc on se sent peut-être libéré de certains fardeaux. On arrive à s'approprier son vécu autrement, on y voit plus clair, on sort du brouillon, des pensées qui tournent en rond dans notre tête sans nous permettre d'agir, de s'en sortir. Et sûrement, dans cette écoute de qualité, il y a la qualité de la relation entre écoutant et écouté qui s'améliore. Mais écouter, pourquoi faire? Pourquoi ça fait du bien, d'accord, mais concrètement, à quoi ça peut servir quand on parle d'éducation thérapeutique? Normalement, s'il y a une personne qui écoute, de l'autre côté, il y a une personne qui parle. Donc, l'écoute favorise la production d'un discours et permet à la personne en face de mettre en mots ses pensées. La mise en mots a toute une série d'effets bénéfiques. Ça permet de prendre conscience de certaines choses, de faire des connexions qui font sens, d'y voir plus clair, de repérer ses forces, ses points forts, ses leviers, ses envies, de repérer ses faiblesses, ses obstacles, ses blocages, d'entrevoir des possibilités, des solutions, de formuler des intentions, de prendre des décisions, de pouvoir agir et finalement d'agir, de changer, de mettre en place des changements. Donc, comme vous le voyez, il y a vraiment toute une série d'effets en cascade. C'est pour ça que j'ai choisi cette mise en page de la diapositive qui font qu'on passe du dire au faire, du dire
à l'action. Et ça, c'est très intéressant, notamment pour l'éducation thérapeutique. Quid alors de la posture éducative en oncologie? Donc, je vais partager avec vous quelques pistes de réflexion sur lesquelles on pourra revenir, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse au moment du débat. Le patient atteint d'un cancer qui bénéficie de cette posture de la part des soignants, plus généralement des professionnels de santé, il se sent reconnu dans sa singularité, spécificité, intégralité. En fait, il n'a pas l'impression de subir ces traitements, mais d'être acteur, voire auteur. Renforcer cette posture permettrait de renforcer le sentiment d'avoir une certaine force, un certain pouvoir face à la situation qu'on est en train de vivre. Réfléchir aux causes qui l'ont provoqué dans un but préventif. Se sentir libre de dire les choses dans la relation soignant-patient. Se sentir légitime pour poser des questions, pour soulever des doutes. Et donc créer l'alliance thérapeutique. Soignant, professionnel de santé, patient, entourage aussi. Donc, je dirais en conclusion que dans le parcours de soins des personnes atteintes de cancer, la posture éducative contribue à une médecine holistique, c'est-à-dire une médecine qui prend en compte la personne dans sa globalité et dans toutes ses dimensions physiques, psychologiques, sociales, spirituelles. Une médecine personnalisée, c'est-à-dire qui essaye de répondre aux besoins spécifiques de la personne, propres à la personne. Une médecine intégrative qui essaie de répondre au plus grand nombre de besoins de la personne, de diverses natures, et donc prête à faire appel à approches diverses et complémentaires. Et une médecine humaniste qui s'appuie sur une valeur fondamentale, c'est-à-dire que l'être humain doit être sujet et non pas objet des soins. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Alessandra, pour cet exposé extrêmement clair et très, très intéressant. Je vais maintenant passer la parole à Aurélie, qui va nous parler des différentes offres et ressources qui existent dans le champ de l'éducation thérapeutique, justement, en cancérologie. À toi, Aurélie. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci Alessandra aussi pour cette présentation qui parfois aussi permet de re-questionner nous en tant qu'usagers aussi du service de santé. Qu'est-ce qu'on attend de cette posture aussi, de cet accueil, de tout ce qu'on peut bien apporter. Je vais vous partager mon écran. Alors, eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Robello. Je suis coordinatrice du coup de ce qu'on appelle une UTEP, une unité transversale d'éducation thérapeutique du patient. Et nous sommes plus spécialisés du coup sur la cancérologie, donc pour pouvoir accompagner des équipes en cancérologie. Alors, très rapidement, au final, pour faire un peu ce lien, cette posture éducative, du coup, qui est une posture professionnelle qui peut être accompagnée tout au long d'entretiens de notre pratique, au final, quand on parle de programme d'éducation thérapeutique, c'est une des formes d'expression de cette posture éducative. Il y a ce qu'on appelle des actions éducatives ciblées, où on va être sur des temps plus ponctuels par rapport à un besoin. Et après, on a une forme de programme. J'ai mis quelques verbatims pour un peu aborder qu'est-ce qu'on peut être amené à faire dans un programme d'éducation thérapeutique, du coup,
avec cette spécificité des parcours de cancérologie, au final, des personnes qui peuvent nous dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ont de l'hormonothérapie, et surtout pourquoi est-ce que parfois on peut penser qu'elle évite que les récidives locales. Sur une autre thématique, plutôt au niveau de la sphère ORL, au final, l'impact des traitements, des effets séquelaires de la maladie et des traitements, sur au final des notions du quotidien, une reprise d'activité du travail, simplement une communication aussi avec un entourage, voilà, des différents besoins qui peuvent émerger du fait de la maladie, de son parcours. Et également, plus en lien avec le traitement oral, au final, comment est-ce qu'on gère ces traitements, comment est-ce qu'on peut expliquer ces traitements, par exemple, à ces petits-enfants quand on est à la maison. Donc là, c'est quelques petits exemples que j'ai un peu récupérés au détour justement de certains des ateliers qui existent dans nos différents programmes. Alors, l'éducation thérapeutique, pourquoi est-ce qu'on fait de l'éducation thérapeutique en général et surtout en cancérologie? Au final, c'est quelque chose qui est complémentaire à la prise en charge. Elle est complémentaire de tous ces temps et de tous ces professionnels qui sont là à différents moments du parcours. Elle permet aux patients, aux patientes, aux participants de maintenir au final ou d'acquérir une certaine autonomie. J'ai mon ordinateur qui a fait ce qu'il avait envie. Du coup, une certaine autonomie grâce au final à ce qu'on appelle l'acquisition de compétences, qu'elles soient d'auto-soin, par exemple à l'entretien d'une stomie ou d'un dispositif médical, mais aussi d'adaptation. Comment est-ce que j'adapte certains pans de ma vie en lien justement avec des modifications liées au parcours. Comment ça se déroule? Donc ça, j'y viendrai un peu plus tard, mais en tout cas, ce parcours du programme d'éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui est co-construit avec le patient. C'est souvent sur un premier temps de rencontre, qui après se suit de plusieurs ateliers, qui soient individuels ou collectifs, selon les envies, selon les besoins et selon ce qu'on propose. Il y a 2 soignants éducateurs qui se sont greffés dans ma slide, mais c'est plutôt une équipe de soignants éducateurs. Ce sont des professionnels qui sont formés à l'éducation thérapeutique pour justement mieux comprendre qu'est-ce que c'est que cette posture éducative, pouvoir un peu l'expérimenter dans un cadre de formation pour après pouvoir aussi la proposer aux personnes que l'on prend en charge. Ces équipes-là peuvent être très variées et par exemple, sur l'établissement de Moncopole, nous sommes une vingtaine de soignants qui peuvent intervenir à différents moments des programmes. Quelle thématique est-ce que nous pouvons aborder dans les programmes d'éducation thérapeutique? Au final, c'est quelque chose de très large. Ce que relève un peu la littérature en cancérologie, c'est qu'au final, surtout sur les études de Vican, qui sont à 2, 3, 5 ans après les traitements d'un cancer, au final, on se rend compte qu'il y a des effets séquelaires, qu'il y a des effets indésirables, et il y a des questionnements et des besoins qui soient pendant ou après le parcours, et même au-delà des 5 ans après le parcours. Les thématiques, elles sont donc aussi très, très larges, parce qu'au final, ces effets sont aussi sur le quotidien. J'ai mis un peu cette notion-là de traitement. Comment est-ce que nous, dans les programmes, on peut travailler sur une meilleure adhésion des traitements? Je donnais l'exemple de l'hormonothérapie. Au final, comment est-ce qu'elle fonctionne réellement, cette hormonothérapie, sur mon corps? Comment est-ce que je peux expliquer ces effets-là par rapport à des effets indésirables que je ressens? Quelle peut être aussi une gestion de certains de ce traitement-là et aussi d'autres, où parfois il y a besoin d'identifier aussi des situations qui peuvent être à risque. Qu'est-ce que je fais si j'ai 38, 39 de fièvre un samedi soir et que je suis en chimiothérapie? On aborde aussi tous ces effets indésirables de ces traitements, mais aussi des effets séquelaires, des effets qui parfois s'inscrivent dans un plus long terme. Comment est-ce qu'on s'adapte, ou du moins quelles ressources est-ce qu'on peut mobiliser, mais aussi comment est-ce qu'on peut en parler, poser des mots et pouvoir échanger, parfois avec des professionnels, mais aussi souvent avec d'autres patients, d'autres participants qui ont eux aussi eu un parcours. C'est aussi à envisager soit le vivre avec, soit aussi dans l'après-traitement, l'après-cancer, sur des thématiques qui sont au final très transversales et très ancrées dans le quotidien, l'alimentation, le travail, la vie intime et sexuelle, et plein d'autres aussi. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance d'un travailleur handicapé, etc. Donc au final, en atelier, nous pouvons aborder un peu tous les pans de vie qui sont impactés directement ou indirectement par la maladie. Pour le patient, en pratique, comment ça se passe d'arriver dans un programme d'éducation thérapeutique?
sachant que la première étape, c'est que il puisse y en avoir de disponibles et surtout que le patient puisse savoir que ça existe. Une fois que ce premier temps se déroule, on va avoir ce qu'on appelle, nous, le bilan éducatif partagé, qui est un temps d'échange et de rencontre justement avec les soignants éducateurs. C'est un temps individuel où on fait un peu le point justement sur ce quotidien, sur ce parcours, sur là où il y a des questionnements, sur là où il y a des besoins, sur les projets aussi des patients. Quel est le projet? Qu'est-ce qui est important pour eux aujourd'hui? Et en quoi justement, en quoi les ateliers peuvent être pertinents pour eux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bilan éducatif partagé qui dure à peu près 1 heure. Ça dépend des structures, mais entre au moins une demi-heure et 1 heure pour justement ce temps de rencontre et d'échange. Dans ce temps-là aussi en individuel, on va définir ensemble au final des objectifs. Qu'est-ce qui est important? Sur quoi est-ce que nous allons travailler ensemble le long de ces ateliers, de ces différents temps? Vers quelles ressources est-ce que le patient souhaite s'orienter? Une fois qu'on a eu donc ce premier temps-là sur de l'individuel, on va avoir des temps d'atelier qui vont être définis en fonction justement de ces objectifs, en fonction des priorités du patient. Peut-être qu'aujourd'hui, l'alimentation, comprendre son traitement, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui peut amener beaucoup de questionnements, un sentiment au final d'une difficulté à s'emparer de la thématique, alors que pour d'autres, c'est plutôt quelque chose à long terme. Donc, ces ateliers, on les réalise en fonction justement de ce premier temps en individuel. Et ça peut être donc soit sur des temps en individuel ou en collectif, sachant que souvent les échanges sont différents, que ce soit avec d'autres participants ou avec un professionnel. Dans un quatrième temps, donc il y a un temps d'évaluation des objectifs et des effets. Est-ce qu'au final, on a pu répondre ou du moins accompagner sur ces différents objectifs qu'on avait définis au tout début? Sur quoi est-ce que, justement, à partir de maintenant, sur quoi est-ce qu'on va partir? Qu'est-ce qu'on change? Est-ce qu'au final, on était sur un objectif qui était réalisable? Comment est-ce qu'on pourrait le modifier, etc. En tout cas, un temps de bilan avec le patient où on réfléchit un peu à tout ce qui vient de se passer et qu'est-ce qu'on fait un peu avec tout ça. Donc ça, ces 4 étapes-là, elles sont définies par la Haute Autorité de Santé. Donc ça, c'est des choses que vous pourrez retrouver sur des documents en ligne, sur Internet, qui peuvent aller aussi un peu plus loin que cette définition-là que je vous propose. Souvent, dans ces programmes d'éducation thérapeutique, il y a toujours la possibilité pour les patients de pouvoir refaire des temps de bilan et ou des ateliers, même parfois 1, 2, 3 ans après, parce que les besoins, ils évoluent dans le temps et peut-être que les questionnements d'hier ne seront pas ceux de demain. Et c'est en ça aussi où nous, en tant que professionnels, on garde cette flexibilité-là pour aussi s'adapter à ce parcours et à ces différents besoins. Alors, les programmes d'éducation thérapeutique en cancérologie et en Occitanie, pour avoir fait un peu ce point-là. Donc, je suis partie du site monetp.fr, qui peut être une grande ressource si vous ne le connaissez pas. C'est du coup un site qui va référencer les différents programmes d'éducation thérapeutique et pas uniquement sur la cancérologie. Donc, pour l'instant, on est sur la région de l'Occitanie, la région de PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de la Loire. Donc, je suis partie de ce site-là où j'ai tapé le mot-clé cancer en regardant un peu les différents programmes qui existent, histoire d'avoir un peu cette notion-là de quelle offre d'éducation thérapeutique est-ce qu'on a aujourd'hui en Occitanie. Ce qu'il faut savoir, c'est que au total, il y a 37 programmes qui sont accessibles à des patients ayant eu un diagnostic de cancer. Dans ces programmes-là, du coup, on peut avoir certains qui sont très spécifiques au cancer et puis d'autres qui vont englober différentes pathologies, mais qui sont aussi prévus pour des patients ayant eu un diagnostic. Parmi ces 37, 19 sont vraiment une destination spécifique des patients ayant eu un diagnostic. En allant un peu plus loin, en se questionnant un peu plus, on a fait une petite carte où à chaque petite icône rouge dit qu'il y a au moins un programme d'éducation thérapeutique. Donc, on voit qu'il y a l'Aude et la Lozère, ou du moins, il n'y a pas de programme qui apparaît sur le site de monetp.fr, ou alors je les ai ratés. Et sachant que quand même, pour 7 départements, on a entre 0 et 1 programme d'éducation thérapeutique, on sait que du coup, ce maillage-là, il peut être plus difficile, parce que dans des territoires, quand même qu'on prend l'échelle d'un département, qu'on habite d'un bout à l'autre d'un département, il y a quand même une distance qui est souvent non négligeable. Si on
continue un peu d'aller dans quelque chose de plus fin, au final, quels sont les ateliers et les programmes d'éducation thérapeutique qui sont accessibles? On se rend compte qu'il y a des critères, soit selon la localisation primaire de la maladie. Donc, on remarque qu'il y en a qui concernent le cancer du sein, du poumon, plutôt des cancers au niveau de la sphère ORL. Certains programmes, eux, ont pris plutôt la porte du traitement comme thématique principale, donc que ce soit la chirurgie, les traitements anticancéreux oraux, ou alors des traitements comme l'allogreffe qu'on va surtout voir en hématologie. Parfois, il y a des programmes qui vont un peu jumeler les deux, à la fois la localisation primaire et un des traitements. Donc là, on va avoir tout ce qui est programme du cancer du sein et de l'hormonothérapie, de la prostate et de l'hormonothérapie, tout ce qui peut être aussi radiothérapie et curithérapie. On en a aussi d'autres qui sont quand même un peu moins nombreux selon certains dispositifs médicaux, la stomie, la nutrition artificielle, et aussi d'autres programmes où là, on peut être sur de la douleur, tout ce qui est douleur chronique, et également le sevrage tabac-alcool. Donc, on remarque, c'est que même dans ce bilan-là, il y a certaines localisations primaires, certains traitements qui ne bénéficient pas aujourd'hui de programmes d'éducation thérapeutique à part entière, et que c'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi pour pouvoir améliorer cette offre sur le territoire. Donc, un peu de cet état des lieux, comment est-ce que vous, en tant que professionnel, qui prenez en charge, qui participez, et ce, indépendamment de la structure à laquelle vous êtes rattaché, déjà, ça peut être de voir qu'est-ce qui existe auprès de chez vous, du moins dans votre territoire. Donc, sachez que là, je vous ai mis des captures d'écran de mondetp.fr où vous pouvez donc taper selon la pathologie, selon aussi la ville et ou le département. Et à droite, je vous ai mis donc une des fiches qu'on a lorsqu'on va cliquer sur l'intitulé du programme d'éducation thérapeutique, où vous avez une partie contact, où vous avez l'établissement qui est rattaché à ce programme-là, l'établissement ou la structure. Ça peut être une association, un dispositif d'appui à la coordination, etc. Le nom du responsable du programme et ses coordonnées, ça peut y être également. Et ensuite, vous avez un descriptif du programme. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce programme? Quelles sont les thématiques qu'on aborde, etc. Je crois que je suis en train de dépasser bientôt. Alors, si à un moment donné, ça peut vous questionner cette envie-là de pouvoir monter un projet, sachant que bien souvent, le programme d'éducation thérapeutique peut être aussi une occasion pour une équipe de construire des temps qui sont différents dans le parcours de soins des patients, de pouvoir avoir un temps dédié où on peut faire pleinement cette posture éducative, où on peut rencontrer les patients dans un cadre différent et apporter des choses aussi différentes et construire avec eux aussi différemment. Je vous ai mis quelques ressources. Déjà, se renseigner sur le déjà là, parce que parfois, on dit que c'est un peu dommage de réinventer l'eau chaude, parce qu'il existe plein de choses, plein d'outils, plein d'équipes qui font déjà de l'éducation thérapeutique. Donc, de pouvoir aller les solliciter, savoir ce qu'elles font, comment elles le font, si ce qu'elles font, c'est possible, de pouvoir le faire aussi sur votre lieu d'exercice. C'est également un référentiel d'éducation thérapeutique en cancérologie qui est disponible sur Internet, où dessus, vous avez déjà des ateliers qui sont déjà préécrits, ou du coup, qui peuvent aussi vous inspirer. Il y a également des sites ressources, bien évidemment celui de l'ARS Occitanie, où dedans, vous allez avoir plein de documents pour aussi accompagner une réflexion autour de l'éducation thérapeutique. Et il y a également des sites où on peut avoir certains des outils pédagogiques qui peuvent servir même en consultation individuelle. Où là, vous avez par exemple le site de Bebop et le site de PIPSA. Et souvent, quand il y a des ateliers qui sont en libre accès, vous les mettez en libre accès. Donc, c'est des choses que vous pouvez trouver gratuitement et vous en servir librement également. En termes de ressources, on a aussi les unités transversales d'éducation thérapeutique du patient, qu'on appelle le UTEP. Donc, les UTEP, elles ont plein de missions différentes. J'ai perdu mon terme. Elles ont différentes missions. Donc, l'une des principales, et souvent celle qui nous amène plus sur le terrain, c'est l'accompagnement et pouvoir appuyer aussi des projets de programmes d'éducation thérapeutique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un accompagnement qui peut être demandé, qui est gratuit pour les équipes qui le demandent. Et après, on a aussi souvent un pôle un peu de formation de professionnels, d'analyse de pratique. On va avoir ces temps d'accompagnement et aussi d'explication, de formation.
Et on tente aussi de valoriser le plus possible cette activité d'éducation thérapeutique sur le territoire et aussi au niveau de la recherche scientifique. Donc voilà, les UTEP, elles sont là aussi grâce à l'ARS. Donc ces UTEP, vous pouvez les contacter à tout moment. S'il y a une question, s'il y a besoin d'aller un peu plus loin, si vous avez envie de voir un peu en pratique vraiment à quoi ça peut ressembler un peu l'éducation thérapeutique. Donc vous avez des UTEP qui sont dites spécialisées en Occitanie, ou par exemple on en a une sur l'obésité, une sur la transition enfant-ado. La spécificité de celle qu'on a sur l'IUCT Oncopole, c'est qu'elle est spécialisée en cancérologie, où du coup on va vraiment pouvoir être en capacité aussi de pouvoir accompagner sur ces thématiques qu'on va retrouver en cancérologie. Donc, je vous ai mis mes coordonnées. Et vous avez aussi les coordonnées des autres UTEP qui sont sur le site de l'ARS Occitanie si d'autres thématiques peuvent vous parler. Et j'en profite également de ce temps-là. Et puis, vu que ça se passe en Occitanie, en fin novembre du coup de l'année prochaine, on organise le 5e congrès national d'éducation thérapeutique en cancérologie. Et on s'est dit quand même, si on ne vous le présente pas aujourd'hui, ce serait dommage. Donc, sachez que ces 2 journées-là, ce sont des temps d'échange où on va inviter chacun à venir un peu présenter ce qu'il fait, les outils qu'il utilise, etc. Donc, ce sera un temps, si vous souhaitez, aussi un peu voir comment c'est un peu cette éducation thérapeutique en cancérologie, savoir ce qu'on fait les uns les autres. Sachez que vous êtes invités à ce temps-là qui est souvent très riche d'échanges de ce qui peut se faire dans la France entière et pas que. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et puis très vite. Merci beaucoup Aurélie pour ce complément d'information qui s'articulait très bien avec la présentation d'Alessandra. Donc, nous avons quand même presque 50 participants. Nous les invitons à interagir directement avec vous, à poser leurs questions. Donc, en attendant, je vais peut-être moi-même vous poser une question à toi, Aurélie. On a pu voir sur ta cartographie que certains départements étaient vierges, entre guillemets, de programmes. Donc, est-ce qu'il existe des unités mobiles d'éducation thérapeutique qui se déplacent ou pas du tout? Comment ça se passe pour ces territoires finalement? Est-ce qu'on peut envisager des solutions? Est-ce qu'il y a des projets en cours pour essayer de pallier cette carence? Alors, je ne vais pas avoir forcément toutes les réponses, mais souvent, ce qu'on parle aussi pour ces territoires où il n'y a pas forcément d'offres de programmes, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas du tout d'éducation thérapeutique qui se fait, mais en tout cas pas sous cette forme de programme. Parfois, on aborde aussi beaucoup cette notion de la IETP, qui est plutôt du coup de proposer ça sur un volet informatique qui permet même à des patients qui sont fatigués, qui ne peuvent pas se mobiliser par leurs propres moyens pour venir, ou avec une fatigabilité des traitements, de pouvoir quand même bénéficier de l'éducation thérapeutique. Après, se fait également des programmes qui vont être disponibles un peu auprès de professionnels libéraux qui peuvent s'en emparer et le faire soit sur des temps de visite, soit aussi sur des équipes un peu plus mobiles. Ça commence à s'organiser quand même sur certains départements, certains territoires. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être pertinent. Merci. Et du coup, j'ai une autre question en écho aussi. Quels sont les prérequis? Est-ce qu'il y a des prérequis? Quels sont les prérequis pour travailler au sein d'un programme de TP quand on est soignant? La seule obligation, c'est la formation des 40 heures d'éducation thérapeutique, qui est le socle, en fait, qui est l'obligation. Et on la propose également, même si la personne n'est pas un professionnel de santé. Souvent, ça permet un peu d'acquérir cette posture éducative, de pouvoir avoir ce temps réflectif aussi qu'expliquait Alessandra. C'est comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on anime un groupe, comment est-ce qu'on anime un atelier. Et parfois aussi un peu mieux comprendre tout l'aspect législatif qu'on peut aussi avoir, même si ce n'est pas le cœur même de la formation. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vois que des questions sont posées dans le module conversation. Juste quand même, n'hésitez pas à lever votre petite main, numériquement parlant, j'entends. Et à ce moment-là, on va pouvoir vous, comment dirais-je, ouvrir le micro pour que vous puissiez directement poser vos questions aux intervenants, à nos 2 intervenantes. Alors,
Oui, Solène, peux-tu ouvrir le micro de Rodolphe Lopez qui a une question à poser apparemment. Sinon, je relais une question de Mario de Le Baron qui nous demande si l'ETP peut tendre au partenariat en santé. Peut-être l'une d'entre vous pourrait répondre. Merci. Alessandra, d'accord, vas-y. Alors, je dirais que l'éducation thérapeutique est le lieu privilégié du partenariat en santé, un des lieux privilégiés du partenariat en santé. Déjà, il y a un partenariat entre le soignant et le patient dans la relation interpersonnelle. Il y a déjà une idée de partenariat. Et après, dans les programmes d'éducation thérapeutique, l'Haute Autorité de Santé indique comme critère de qualité que des patients participent à la création, à la mise en œuvre et à l'évaluation des programmes. Donc, ce sont des patients qui se forment parce qu'ils deviennent intervenants comme les autres, donc tenus à la formation des 40 heures, et ils deviennent partie intégrante de l'équipe éducative, qui est une équipe du coup pluriprofessionnelle, mais aussi interdisciplinaire. Donc, effectivement, partenariat en santé et éducation thérapeutique, ça va très, très bien ensemble. D'accord, merci beaucoup Alessandra. Alors je continue avec les questions dans le chat et puis après on va passer aux personnes qui ont levé la main. Donc là j'ai une remarque de Marion Gaïga. Bonjour, ces ateliers de TP sont-ils accessibles aux patients traités dans des établissements de soins de santé privés? Si oui, est-ce que ces ateliers sont gratuits pour les patients? Alors, oui, en tout cas, oui. Les patients, même s'ils ne sont pas pris dans le même établissement de soins, peuvent venir participer. Du moins, nous, sur l'établissement, bien sûr, on a des patients qui viennent aussi d'autres établissements, qu'ils soient privés, publics, etc. On ne fait pas de distinction. Et il y a la gratuité de ces ateliers pour les patients. La seule chose qui n'est pas prise en compte, c'est les bons de transport. Donc, parfois, ça fait partie des freins, surtout quand, en cours de traitement, quand il y a de la fatigue. Mais en tout cas, il y a cette gratuité des ateliers et oui, des patients qui ne sont pas pris en charge dans l'établissement peuvent faire participer aux ateliers. Souvent, c'est qu'ils n'ont pas l'information, donc ça s'arrête. Oui, c'est vrai qu'il faut pas mal communiquer. Avant de passer, alors je signale à Rodolphe qui avait levé la main pour poser une question que c'est à lui d'ouvrir son micro. Néanmoins, avant qu'il le fasse, qu'il puisse donc s'adresser. C'est bon pour moi, Nathalie, vous m'entendez? Ah ben bon, ok, allez-y. Oui, bonjour, bon, excusez-moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Effectivement, j'ai posté 2 questions, mais apparemment, j'avais un petit icône comme quoi il y avait un message interdit, donc je présume que c'était un bug informatique, d'où mon levage de main. Donc Aurélie, merci, et vous aussi Alessandra pour ces très belles présentations de l'ETP. L'une des questions, Aurélie vient d'y répondre, effectivement, la question qui est souvent présente par les professionnels de santé, mais aussi des patients. Et c'est, mais moi, je ne fais pas partie de tel ou tel établissement. Est-ce que j'ai accès aux ateliers d'éducation thérapeutique de l'Oncopole ou que sais-je encore de l'ICM? Donc, vous avez brillamment répondu en disant que la réponse était dans l'affirmative. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et la deuxième concerne effectivement, la semaine dernière, je participais à la réunion d'oncopharmacie régionale. Où a été évoqué notamment avec Dr Bauden et entre autres, mais aussi Caroline Perrier et Charles Morel, la possibilité et l'intérêt d'établir un nouveau atelier concernant le cannabis thérapeutique, qui est une question qui en fait intéresse de plus en plus les patients, mais aussi les professionnels de santé démunis de réponses à ces questions très souvent posées. Et donc, qu'en pensez-vous? Et je pense que vous auriez une participation très active de ces patients de façon globale dans un tel atelier. M'avez-vous entendu? Oui, très bien. Je me permets de répondre. Sauf si tu voulais ajouter quelque chose, Alessandra. Non, vas-y.
Oui, en effet, ça peut être une thématique intéressante et de toute façon, la gestion de la douleur à proprement parler, une thématique intéressante et pertinente du fait des douleurs séquelaires, etc. Et surtout Ça a que oui, le coupé. cannabis a le vent en poupe. On a certaines thématiques qui reviennent souvent. Le cannabis peut en faire partie, tout ce qui est thérapie non médicamenteuse, etc. également. Et oui, elle a en tout cas sa place. Et c'est vrai que ce que vous disiez aussi qui est intéressant, c'est que souvent, il y a un peu un sentiment de manque de compétences parfois des professionnels dans des choses très spécifiques comme ça, Oui, où c'est pas encore statué en plus. Donc, très bien, merci. Ok, merci beaucoup. Je vais inviter Cédric Guillaumont, s'il m'entend, à peut-être poser directement sa question. Est-ce que vous Oui, bonjour. m'entendez? Oui, bonjour. Oui, tout à fait, Allez-y. bonjour. Merci déjà pour ces présentations très intéressantes. Bon, moi, je vais poser une question qui fâche. Sur quel, du coup, modèle économique vous reposez la création de votre UTEP, la création et puis la mise à disposition d'éducateurs pour déployer les ateliers également d'éducation thérapeutique? Je pose cette question puisque les règles ont un peu changé ces dernières années. Et donc, il y a un financement essentiellement sur les consultations externes, donc les ateliers ouverts aux patients qui ne rentrent pas dans le cadre d'une hospitalisation et avec une enveloppe de 300 € pour 7 à 8 séances éducatives et ce par an. Donc voilà, donc la question c'est, voilà, est-ce que vous avez trouvé un modèle qui permet d'équilibrer et donc qui permet de poursuivre ce développement et ouvrir, comme vous venez de le souligner, même à des patients qui ne sont pas dans la file active de l'établissement? et du coup, je vais peut-être donner quelques éléments de réponse sur une question qui est toujours épineuse du financement, mais c'est un peu le nerf de la guerre aussi, parce que c'est le temps soignant, le temps des intervenants. Nous, les UTEP, de nos missions en fait régionales, on a un financement spécifique de la part de l'ARS qui est là pour justement financer le soutien qu'on peut faire aux équipes, de la création d'outils, etc., qu'on peut mettre à disposition des équipes. Donc ça, c'est quelque chose d'à part. C'est pas la vie d'un programme d'éducation thérapeutique. Par rapport au programme d'éducation thérapeutique, c'est ça, le financement, il va se faire sur les financements, ce qu'on appelle les FIER ETP, en fonction au bout de 7 heures d'éducation thérapeutique, on peut avoir justement cette enveloppe de 300 € par patient. Et c'est vrai qu'en hospitalisation, c'est compté comme faisant partie de l'hospitalisation et des intervenants. On n'a pas de solution de baguette magique au-delà. C'est aussi une volonté, en tout cas pour nous, aussi d'un établissement de pouvoir proposer de l'éducation thérapeutique parce qu'au final, ces temps-là éducatifs vont permettre aussi parfois avoir un impact sur d'autres pans de l'établissement et notamment d'autres consultations, des hospitalisations non programmées, etc. Donc, c'est souvent un peu un bénéfice secondaire qui est moins visible et parfois plus difficile à valoriser. Merci. Merci beaucoup. Du coup, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être Rodolphe, il me semble, soit vous n'avez pas retiré votre petite main, soit vous avez une autre question. Mais avant de vous laisser poser éventuellement cette question, je voulais relayer l'information de Marie-Laure Gonzalez qui quand même nous signale que l'ICM propose cette formation ETP de 40 heures animée justement par Alessandra ici présente. Donc, voilà. Y a-t-il d'autres questions? Rodolphe, vous vouliez poser une autre Non, question peut-être? effectivement, Non? c'est moi qui n'ai pas encore la manip en cours sur Teams. C'est la première fois que j'utilise. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à me connecter sur mon ordinateur, sur un Mac, et donc j'ai dû me télécharger l'appli sur téléphone mobile. Donc, je vous ai vu en tout petit, mais en tout cas, c'était très intéressant. Merci encore pour vos réponses et toutes ces actions que vous menez au sein de l'Oncopole, les autres instituts, l'ICM, etc. Merci encore à vous et à bientôt. Ok. Je passe la parole à Marie-Laure, justement, Gonzalez, qui a levé la main. Allez-y, peut-être vous. Marie-Laure, vous êtes là? Peut-être si vous devez activer votre micro.
On ne vous entend pas, Marie-Laure. Vous vouliez poser une question? Je ne sais pas. Je ne vous entends pas. Nous arrivons quasiment à la fin de cette session. Donc, merci beaucoup à nos intervenantes pour la qualité de leur présentation. Solène, pourrais-tu envoyer dans l'onglet conversation le lien pour le questionnaire de satisfaction, de façon à ce que nos participants puissent y répondre? Donc, j'ai partagé mon écran. Vous avez également un QR code qui apparaît. Ça vous permet, si vous le flashez, d'accéder directement à ce questionnaire de satisfaction. C'est important que vous le remplissiez dans la mesure où ça nous permet après à nous de nous améliorer. Donc, nous allons clôturer cette 18e session des Jeudis d'Onco-Occitanie. Je vais vous indiquer que nous reprenons en 2024 le 8 février avec une session qui sera consacrée aux toxicités cutanées et inguéales. Je pense qu'on a fait le tour. Pas de questions, pas de remarques particulières. Je crois que non. N'hésitez pas, en tout cas, il nous reste encore 2 petites minutes. Donc, Moi, je voudrais Marie-Laure, peut-être dire quelque oui, chose. je t'en prie, Alessandra. Souligner l'intérêt de prendre en compte les différentes façons d'organiser l'éducation thérapeutique, parce que l'intérêt est que le plus grand nombre de patients puissent en bénéficier. Et si on se réduit à l'éducation thérapeutique dans les programmes, on se rend compte que le nombre de patients qui en bénéficient est très réduit par rapport au nombre de patients concernés par le cancer. Donc, c'est important d'inventer, de trouver, d'expérimenter des façons pour que le plus grand nombre puisse effectivement en bénéficier. Ok, ben encore merci mesdames pour ces présentations. Merci aux participants d'être venus nous rejoindre pour cette 18e session du Jeudi d'Onco-Occitanie. Donc en attendant de se retrouver à la rentrée, je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année et au plaisir de vous revoir sur nos réseaux. Vous recevrez prochainement le lien pour accéder au replay de cette session. À très bientôt. Bon après-midi. Au revoir.